Paris, 1931. Jeune boursier de la Martinique, Aimé Césaire vient s'inscrire au lycée Louis-le-Grand pour y préparer l'entrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Dès son arrivée, il rencontre un jeune étudiant sénégalais qui bouleverse sa vision du monde, Léopold Sédar Senghor. Un Antillais appartient, si l'on veut, à une Afrique démembrée, lacérée, déchirée. Il y a chez les Antillais une angoisse qui n'est pas une angoisse africaine. Senghor, c'est l'Afrique en elle-même telle que l'éternité la pense. C'est l'Afrique éternelle, avec sa noblesse, avec sa dignité, avec son histoire, l'Afrique avec son humanité, sa philosophie, sa sagesse. Et je pourrais presque dire qu'en m'apportant cela, il m'apportait aussi la clé de moi-même. Senghor n'a jamais douté, il n'a jamais été déchiré. Seul Léon Gontran-Damas, étudiant guyanais, dandy et branché, est autorisé à interrompre ce tête-à-tête passionné. J'aime autant vous dire que notre univers était plutôt un univers clos. C'était avant tout le lycée. C'est pourquoi nous admirions tellement Damas. Celui-là était dans le monde. Celui-là connaissait Paris. Celui-là connaissait les boîtes de nuit. Celui-là connaissait les boulevards. L'obsession nègre, et ça, l'intuition première, la douleur nègre, la joie nègre, le sarcasme nègre, le ricanement nègre, il a senti avec une force extraordinaire, et sans le dire en termes philosophiques, ce que j'appelle la déréliction nègre. Oui, orphelin de sa terre, de sa Guyane, orphelin de sa civilisation, de l'Afrique mère, et puis alors ce rythme de jazz perpétuel. Il faisait en poésie naturellement du jazz. Une vague noire américaine déferle sur Paris et fait swinguer Saint-Germain et Montparnasse. Avec Duke Ellington, Joséphine Baker, Sidney Bechet, c'est tout Paris qui remue au tempo du jazz. L'étudiant Damas est l'ami de Langston Hughes, Claude McKay, Alan Locke, Richard White, Countee Cullen. Et c'est par lui qu'Aimé Césaire découvre, installé en France, ces jeunes créateurs de la Renaissance de Harlem qui fuient la ségrégation raciale ouverte des États-Unis. These young writers of the 30s and the 20s went to Paris because they had heard of freedom to express yourself, a freedom to live over and above the restriction in the United States. It was the period when Arthur Schomburg wrote his classic essay, The Negro Digs Up His Past, showing that we were an old people, we were older than Europe, older than our oppressor, older than slavery. La rencontre avec le monde nègre américain a été pour nous un choc. Jamais on avait décrit le monde nègre de cette manière. Le monde nègre était dans les accessoires, mais l'humanité du monde nègre, eh bien, je crois que ça a été révélé pour la première fois par des gens comme Langston Hughes et Claude McKay. Nous leur devons vraiment une très grande reconnaissance. Ils nous ont aidés à nous découvrir nous-mêmes. And it was not until the First World War that there began to develop a break in the what you might call the ideological foundations of that colonial domination of black folk. Specifically, people of African descent went to the European fields of war and fought from Africa, from the West Indies, and from the United States. And on the battlefields of Europe,
discover that, first of all, whites were not invincible, B, that the myths that had been propagated about black people not being capable of carrying on war, being able to stand up to whites in a wartime situation, that was not true. And finally, that they, as men, were capable of taking on much, much more responsibility than had been possible during the period of their colonial existence. The political manifestation of it was probably strongest in things like the Garvey movement and the Pan-Africanism movement that took place after the war, the continued development of it. On the cultural front, it was the Harlem Renaissance and subsequent movements that took place in Brazil, Negrismo in Cuba, and some of the movements in Haiti. L'exposition coloniale contraste radicalement avec cette modernité nègre. Cette parade impériale, exposée à Vincennes, avait fait la part belle aux stéréotypes en exhibant la docilité béate des colonisés venus des quatre coins de l'Empire. Ne visitez pas l'exposition coloniale, protestent les surréalistes les plus virulents, parmi ceux qui, en France même, s'insurgent contre cet ordre du monde. Cette exposition coloniale reflétait une idéologie très précise, l'idéologie dominante, à savoir, bon, la civilisation est une invention de l'Europe, la civilisation est européenne et la colonisation a pour tâche d'élever les autres hommes, les coloniser à cette civilisation qui est une et universelle. Autrement dit, il y avait un européen-centrisme tout à fait normal et inconscient, sans morgue particulière, mais qui semblait aller de soi à cette époque-là et qui était accepté à peu près par tout le monde, y compris par les colonisés. Gobineau avait théorisé l'inégalité des races humaines, Lévi-Bruhl, l'infériorité mentale du nègre. Africains, Américains et Antillais réagissent et affirment leur commune identité nègre dans une dimension nouvelle, le panafricanisme. Ouvrant la voie, les demoiselles Nardal, étudiantes martiniquaises, fortes de l'appui prestigieux du premier Goncourt noir, le Guyanais René Maran, créent la Revue du Monde Noir, revue théorique, culturelle et bilingue. Aussitôt interdite, comme Légitime Défense, surréaliste et communiste lancée par René Ménil, comme L'Étudiant Noir, fondé par Césaire et Sangor. Aimé Césaire y publie Nègrerie, son texte inaugural où déjà s'affirment les fondements de sa pensée. Nègre, oui. Faire de l'insulte un cri d'identité issu de la chair même de l'histoire. La différence qu'il y a entre notre mouvement et celui qui nous a précédé, dont nous reconnaissons les mérites, et qui nous a influencés très fortement, c'est que tout simplement, ils oubliaient le nègre, ils oubliaient l'ethnographie. C'est qu'entre-temps, nous, ils avaient lu Marx, ils avaient lu André Breton, nous, entre-temps, nous avions lu qui? Nous avions lu Frobenius. Et tout est là. Et je crois que quelques réserves que l'on puisse faire sur l'œuvre d'un homme comme Frobenius, où il y a encore, c'est vrai, du romantisme et beaucoup de métaphysique allemande, peu importe, la chose essentielle, c'est qu'il ait eu le courage, c'était déjà les révolutions, de réunir les deux mots antinomiques, histoire de la civilisation africaine. Les deux mots étaient antinomiques. Si c'était civilisation, ça ne pouvait pas être africain. C'est sur ces entrefaites qu'un autre visage de l'Europe s'offre à Aimé Césaire, en la personne d'un étudiant yougoslave, Petar Guberina. Le premier contact avec Aimé Césaire a eu lieu en été de 1934 dans une salle de ping-pong. N'ayant pas d'argent, je descendais aux heures du restaurant, du déjeuner, dans cette salle, parce que j'étais gêné que les gens me demandaient pourquoi je n'allais pas au restaurant.
Et je rencontrais là, dès le premier jour, Aimé Césaire. Nous avons compris que c'était la même raison de descendre dans la salle de ping-pong pendant les heures du déjeuner. On n'avait pas d'argent. Cette pauvreté, et puis ensuite, lui qui commençait à me raconter de la misère à la Martinique, et moi qui lui racontais de la misère de Dalmatie, où j'étais né, à Šibenik. Šibenik avant la Deuxième Guerre, donc c'était la Croatie sous une forte domination de Belgrade. Il y eut tout de suite un lien de compréhension et d'amitié entre nous deux. Et puis ensuite, une troisième personne a apparu, c'est Senghor, Léopold Sédar Senghor, qui nous rassemblait tous les soirs pour nous parler d'Afrique. Césaire m'a paru tout de suite un homme souffrant énormément. Et peu à peu, il me découvrait la tragédie de la race noire, l'aliénation des Noirs et la honte que les Noirs, très souvent, veulent se moderniser parce qu'ils ont honte de leur race et de leur couleur. Et voici ceux qui ne se consolent point de n'être pas faits à la ressemblance de Dieu, mais du diable. Ceux qui considèrent que l'on est nègre comme commis de seconde classe, en attendant mieux, avec possibilité de monter plus haut. Ceux qui battent la chamade devant soi-même. Ceux qui vivent dans un cul de basse-fosse de soi-même. Ceux qui se drapent de pseudomorphoses fières. Ceux qui disent à l'Europe: voyez, je sais comme vous faire des courbettes, comme vous présenter mes hommages. En somme, je ne suis pas différent de vous. Ne faites pas attention à ma peau noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Et il y a le maquereau nègre, l'ascari nègre, et tous les zèbres se secouent à leur manière pour faire tomber leurs zébrures en une rosée de lait frais. Qui sommes-nous? Et pas seulement que sommes-nous? Nous nous posions la question avec angoisse. Notre idée, ce n'était pas du tout un rejet de cette culture que l'on nous apportait. Au contraire, nous en étions friands. Mais avec cette idée, notre idée essentielle, c'était nous enrichir de cette culture. Et la formule que nous employions à cette époque-là, c'était assimiler, comme on assimile la nourriture, assimiler pour s'enrichir, assimiler pour s'en nourrir, donc assimiler et non être assimilé, mais non pas pour être conquis et être dominé. Hegel, Nietzsche, Bergson, Eschyle, Rimbaud, Lautréamont. Pour l'étudiant Césaire, des compagnons assidus. Griot d'Afrique ou penseurs d'Occident, tous nourrissent son questionnement. Premier voyage hors de cet univers familier, la Yougoslavie, où l'été 1935, à l'invitation de son ami Petar Guberina, Aimé Césaire se rend à Šibenik, sur la côte dalmate. La première nuit, il n'a pas tout à fait bien dormi. Et puis au réveil, il a ouvert les fenêtres, il a vu la mer devant lui. Et je vois juste en face de moi une île. Je dis, comment s'appelle cette île? Martinska en croate, et cela veut dire la Martinique en français. Martinska. Ça a été un choc pour moi. J'ai dit, mais si on traduit en français, ça signifie Martinique. Il veut toujours vérifier, comme vous savez. Il a ensuite demandé mon frère, ma sœur, mais quand tout le monde lui a dit que c'était Martinska à la Martinique, il est resté tout à fait ébahi et silencieux. Et il m'a dit, Pierrot, c'est comme ça qu'il m'appelait
par un nom amical. Il m'a dit, est-ce que tu as des papiers? J'ai dit, je n'ai pas de papier, j'ai seulement un cahier. Ah, il dit, ça va très bien le cahier. Et est-ce que tu as un stylo? Non, j'ai seulement un crayon. Bon, un crayon. Et c'est ainsi que j'ai écrit en Yougoslavie, avec Martinska de ma perspective, j'ai écrit plusieurs pages du cahier de retour au pays natal. Ça va déclencher quelque chose en moi. Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Le cahier de retour au pays natal est un petit peu le poème ou l'odyssée d'une prise de conscience. D'une identité, c'est sûr, d'une identité réconciliée avec l'universel. Pour être universel, il fallait commencer par nier que l'on est nègre. Au contraire, je me disais, plus on est nègre, plus on sera universel. C'est un renversement. L'été yougoslave se termine en pleine avant-guerre. Dans la montée inexorable des totalitarismes qui menacent la paix du monde. Mussolini envahit l'Éthiopie, ce royaume emblématique de l'Afrique séculaire. Cette agression brutale tonne dans l'apathie décadente des vieux empires européens. Pour Aimé Césaire, qui fait son entrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, de nouveaux compagnons d'apprentissage et de réflexion, comme le philosophe Jean Toussaint de Santi. Premièrement, j'ai eu l'impression d'une grande liberté de geste, d'une extrême mobilité. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a des coureurs, peut-être qu'il joue au basket. Je me suis dit des choses comme ça. Et tout aussitôt, j'ai eu l'impression contraire, c'est-à-dire l'impression de quelqu'un qui avait racine là où il était et qui occupait pleinement l'espace dans lequel il était. C'était quelqu'un qui, avec une mobilité extrême, désignait son espace, pour ainsi dire, primordial. Il le désigne. Il le désigne du seul fait qu'il occupe. Et cela, je l'ai retrouvé beaucoup plus tard dans sa poésie même, dans la façon dont il a d'occuper le langage. L'impression d'un homme à la fois libre et enraciné, à la fois oiseau et homme de terre. Un oiseau sortant de terre. Mais il était enraciné dans une histoire en devenir, dans une lutte qui avait son mouvement propre et ses exigences propres. Comme nous disions à l'époque, c'était la lutte des peuples coloniaux et dépendants, disions-nous, pour leur libération. La guerre d'Espagne, la guerre d'Éthiopie, c'était des préfaces, tout cela. Pouvait-on être un homme de couleur et être insensible à la montée du racisme et au développement de l'impérialisme? C'était pour nous une chose extrêmement douloureuse. Les nègres américains ont d'ailleurs réagi très fortement. Et nous suivions jour après jour les événements d'Éthiopie. Nous étions en face d'une Europe insolente, arrogante, conquérante, une force d'écrasement extraordinaire. Alors que faire? Ça a achevé de nous convaincre qu'il fallait que la négritude soit née.
Le mot est lancé. Négritude. Inventé par Césaire, il devient un outil partagé par Senghor et Damas. Damas publie le premier, à compte d'auteur, un recueil préfacé par Robert Desnos, Pigment, aussitôt accusé de porter atteinte à la sûreté de l'État. « Je ne sais qui est le Père ou le Fils, mais moi, je suis le Saint-Esprit », dira Damas de leur Trinité. Notre mouvement se situait en réalité, apparemment dans les races, mais ça allait plus loin que ça, et que par-delà les races, il y avait un cri humain et universel. C'est pas une négritude triomphante et glorieuse, c'est pas cela. C'est une négritude piétinée, c'est le nègre piétiné, c'est le nègre opprimé, et c'est le nègre révolté. C'est ça la négritude. Notre négritude, c'est une humanisation. Et c'est pour ça qu'il peut très bien y avoir une négritude blanche, une négritude québécoise, une négritude de n'importe quelle couleur. C'est cela le langage fondamental. En août 1939, le cahier d'un retour au pays natal est publié dans la revue Volonté. Aimé Césaire rentre en Martinique, accompagné de son épouse, Suzanne Roussy, brillante intellectuelle martiniquaise. C'est pour le normalien poète le retour effectif au pays natal. Dès la fin de la guerre, la voie politique s'offre à lui. Le Parti communiste lui propose de conduire sa liste aux élections municipales de Fort-de-France. Élu maire de la ville, puis député de la Martinique, Aimé Césaire partage désormais sa vie entre Fort-de-France et Paris. En 1946, à l'Assemblée nationale, où la Trinité se reforme, car Senghor est député du Sénégal et Damas député de la Guyane, l'orateur Césaire crée l'événement dès sa première intervention. J'ai été frappé par un homme qui restait poète dans ses discours et dans sa vie d'homme politique. J'en ai gardé des souvenirs assez extraordinaires. Je revois ses discours à l'Assemblée où, parlant du colonialisme, il arrivait à faire passer ce que personne d'autre n'aurait pu faire passer. Il y a des phrases qui me sont restées, que je n'ai jamais plus relues depuis, ça va au journal officiel, mais je me souviens de cette évocation. Il montrait comment, par une sorte d'effet de boomerang, le colonialisme reviendrait à la figure de l'Occident. Vous avez, par le colonialisme, disait-il, fait de ces âmes sèches qui flamberont au feu de toutes les révoltes. Une voix nouvelle qui se levait à la Chambre, qui rompait avec toutes les traditions. Et ceci me paraît très important, parce que cette voix était celle non seulement de la révolte, mais aussi de l'espérance. Dans l'Assemblée, il arrivait à dire des choses terribles, à peu près celles qu'il dit dans le discours sur le colonialisme, et que l'on n'aurait accepté de personne, ni d'Houphouët-Boigny, ni de Senghor, qui faisait parfois un peu trop l'éloge de la culture occidentale au détriment du reste, enfin en oubliant le reste. Cette puissance de la négation, pour beaucoup, sépare votre œuvre de celle de Léopold Sédar Senghor. Senghor est le fondateur de la négritude, j'en suis aussi un peu le fondateur, nous sommes des cofondateurs, mais il s'agit bien de la même négritude. Mais il est tout à fait évident que la négritude d'un Antillais à la reconquête de son être ne peut pas être exactement la négritude d'un Africain enraciné dans son être et qui n'a jamais douté de son être. C'est deux choses différentes. Donc c'est deux tempéraments, c'est deux conditionnements différents. Et je crois que c'est ça la différence.
Mais en réalité, c'est bel et bien la même négritude qu'il s'agit. Alors bien entendu, on a dit que Senghor a tendance un petit peu, c'est vrai, ça existe aussi chez lui, il a un peu tendance à considérer un peu la négritude, les valeurs nègres, un petit peu, la négritude un peu comme une essence. C'est vrai, cette tendance-là existe. Il y a eu cette tendance un peu métaphysique, et cette phrase qu'elle a tellement reprochée, l'émotion est nègre comme la raison est hellène. Bon, mais je pense que Senghor n'a pas pris ça à la lettre. Mais bien sûr, ses adversaires ont vite fait d'avoir fait un sort à cette formule-là. Il faut savoir resituer les choses. Mais c'est vrai que ma négritude, elle est beaucoup plus située dans l'histoire. Mais parce que je suis un Antillais, tout simplement. À quelle valeur éternelle voulez-vous que je me réfère? La négritude de Damas. C'était l'antidogme, Damas. Mais je ne sais pas ce que c'était que la négritude pour lui, mais il la vivait tout simplement. La négritude, c'était lui. Aimé Césaire vient de publier Les armes miraculeuses, creusant son sillon de poète de l'identité nègre. Et en ces temps d'après-guerre, comme tous ceux qui rêvent de mutations positives de l'histoire, il adhère au Parti communiste français. Mais comment tenir, par les deux bouts d'une même chaîne, deux engagements aussi contradictoires? Je dois dire que j'y suis entré très humblement, un peu comme on entre en religion, en sachant très bien qu'il y a beaucoup de choses qui me séparaient de l'esprit du parti. Autrement dit que j'étais un petit bourgeois, en plus un petit bourgeois colonial, et que j'avais beaucoup à faire pour devenir un vrai et un bon communiste. C'était une adhésion que j'ai voulu totale, fondée sur la philosophie, sur la raison et aussi sur le sentiment. O Césaire desse tempo era Césaire que fazia sua experiência comunista. Uma experiência que todos nós praticamente fizemos, os intelectuais do continente dito latino-americano, não tão latino-americano quanto africano. Todos nós pensávamos que a nossa trincheira de luta melhor, naquela época, era o Partido Comunista. Era aquela que nos dava a maior possibilidade de modificar a situação das sociedades para fazê-las menos injustas, menos más, menos cruéis, mais fraternas, mais justas. Nós fomos vê-lo, Pablo Neruda e eu, na rua Michel-le-Prince. Ele habitava ali, para discutir sobre problemas ligados à América Latina e ao Norte-Sul. Foi no ano de 48, se não me engano, na preparação do Congresso, do primeiro Congresso de Intelectuais pela Paz, primeiro e único, primeiro Congresso de Intelectuais pela Paz que se reunia em Wrocław, na Polônia. Il y avait eu en Pologne, à Wrocław, un congrès international des intellectuels pour la défense de la paix et de la liberté de circulation des idées. Le chef de la représentation soviétique, qui était le président de l'Union des écrivains, a pris la parole et a dénoncé la littérature et l'art décadent. Alors nous étions absolument atterrés. Et alors, je me rappelle qu'on a passé toute la nuit au bar de l'hôtel où se déroulait le congrès avec Picasso, Éluard, Césaire bien sûr, et quelques autres, à parler de ça. Et Césaire, alors, il y avait quelque chose qui l'avait particulièrement frappé dans ce réquisitoire, à juste titre, et il disait, tu te rends compte, il dénonce le jazz, mais le jazz, c'est la musique du peuple noir, c'est la musique de mon peuple. C'est une musique surgie de la douleur d'un peuple réduit en esclavage et il le dénonce comme une musique décadente. Il faut être très franc et dire que le parti, dans son immense majorité, était resté très occidental, avec une très grande fraternité à l'égard des luttes des peuples du tiers-monde,
mais avec peut-être cette tendance à considérer que la bataille essentielle se jouerait en Occident, se jouerait entre la classe ouvrière occidentale et ses adversaires. Ce qui est vrai, c'est que dans les préoccupations des militants du parti, et par conséquent aussi de son appareil, les problèmes d'identité des peuples colonisés n'étaient pas niés, ils n'étaient pas sous-estimés, ils étaient simplement oubliés. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on conseillait surtout aux prêtres qui avaient des doutes, et surtout n'allez pas à Rome. Parce que quand on va à Rome, on revient Luther. Eh bien oui, mais moi j'ai été à Rome. À Rome, c'était le Parti communiste, et c'était Moscou. J'ai vu de près la machinerie du parti. Je me rappelle avoir vu en Pologne, ça n'avait pas échappé. Il y avait tout le côté décorum, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de ce que j'appelle les villages à la Potemkin. Toute une mise en scène, mais dont je n'étais pas dupe. Tous ces détours, tous ces voyages m'ont rapproché beaucoup de quoi? M'ont rapproché des intellectuels noirs de Paris, donc de présence africaine. Présence africaine. En solidarité avec les écrivains de la négritude, Sartre, Léris, Picasso, Gide, Camus se joignent à l'initiative du Sénégalais Alioune Diop et de son épouse Christiane pour cette mobilisation panafricaine. C'est dans ce cadre que Cheikh Anta Diop ose s'attaquer à l'un des mythes de la civilisation occidentale en affirmant que l'un de ses fondements, l'Égypte ancienne, est une terre d'Afrique noire. Dans le brasier des révoltes anticolonialistes, le verbe d'Aimé Césaire flamboie. Le 27 avril 1948, lors du centenaire de l'abolition de l'esclavage, en présence de Vincent Auriol, président de la République, son franc-parler scandalise l'opinion. On m'a demandé de prendre la parole. Je dis ce que je pensais. J'ai toujours été un ennemi de la langue de bois. Je n'avais pas fait une sorte de panégyrique de ce qui se passait, de la France, qui n'avait pas apporté la liberté. Mais je me suis demandé, mais bon Dieu, si la France l'a libéré des fers, qui donc nous y avait mis? C'est incroyable, on veut que je remercie, sans rappeler les événements. C'est le colonialisme, c'est évident. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfuis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée, et qu'en France on accepte, un malgache supplicié, et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Il y a une chose qui me frappe toujours beaucoup, la bonne conscience de l'Europe. L'Europe est toujours contente d'elle-même. Elle colonise, mais c'est pour civiliser. Elle déporte les nègres, mais c'est pour leur permettre à un stade supérieur de civilisation. Et finalement, ils sont plus heureux dans ces colonies antillaises que
que de leur Afrique barbare. Qu'est-ce donc que vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches noires? Qu'elles allaient entonner vos louanges? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Voici des hommes noirs debout qui nous regardent, et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vus. Jadis, Européen de droit divin, le blanc a joui 3000 ans du privilège de voir sans qu'on le voie. Aujourd'hui, ces hommes noirs nous regardent, et notre regard rentre dans nos yeux. Jean-Paul Sartre, lui aussi, fustige la bonne conscience européenne dans l'Orphée noir. Mais il interprète la négritude comme un racisme antiraciste. Sartre anticipe-t-il sur les dérives philosophiques de l'identité du colonisé que questionneront également Les damnés de la terre de Frantz Fanon et le portrait du colonisé du Tunisien Albert Memmi? J'ai pour Sartre de l'affection, du respect, de l'estime, et pour d'autres intellectuels français la même chose, qui sont devenus des amis maintenant. Je dois dire que c'est vrai que l'impression que j'avais, que n'ayant pas cette expérience vécue, intime, intérieure de la colonisation et de la domination, il leur manquait quelque chose. Sartre y compris. Sartre aurait voulu, je crois, qu'une fois que la libération et les indépendances sont obtenues, eh bien tout ça fasse partie au fond du passé. Il n'a pas compris la force des attachements qu'on peut avoir à sa communauté, ses communautés d'origine. Ça, il ne pouvait pas. Vous comprenez, c'était un Français universaliste par excellence, un héritier du XIe siècle, naturellement. Dire de la négritude, au sens de Césaire, comme le dit Sartre, que c'est un racisme antiraciste ou un antiracisme raciste, ça me semble un contresens sur la négritude. Parce que négritude, bon, c'est un terme symbolique, négritude. On pourrait mettre au lieu de nègre, mettre n'importe quoi d'autre, pourvu qu'on désigne par là une communauté qui revendique son passé, une communauté qui revendique son avenir, une communauté qui est souffrante relativement à son passé et en état d'espérance relativement à son avenir. À ce compte-là, rien de plus universel que ce que désigne négritude. Tout le monde en est là. Nous sommes tous là où nous sommes nés. Ce qui est local pour nous, ce qui est géographiquement marqué, culturellement marqué, historiquement marqué, tout cela est toujours très singulier. Et c'est dans la mesure où tout cela est très singulier que tout cela, pouvant être revendiqué par chacun, est effectivement universel. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une thé d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Et ya pour la joie, et ya pour l'amour. Corps perdu, nouveau recueil, est illustré par Pablo Picasso, qui voit en Aimé Césaire l'incarnation poétique de l'art nègre et du souffle revivifiant du génie africain grâce auquel était né l'art moderne. Leur fraternité scellée par Michel Léris, auteur de L'Afrique fantôme, se traduit par 32 planches gravées, dont une allégorique du poète couronné. Dans Soleil coup coupé et Noria se confirme la maturité de la parole césarienne. Poète consacré, Aimé Césaire reste étranger aux querelles qui opposent dans les cercles littéraires parisiens surréalistes et communistes. La révolte surréaliste, qui était une chose extrêmement positive, à un moment où l'on mettait en cause, au lendemain de la Première Guerre mondiale, toutes les valeurs sur lesquelles, les valeurs entre guillemets, sur lesquelles le monde occidental prétendait se fonder, il y avait une révolte parfaitement légitime, mais qui souvent était nihiliste. Si bien qu'en se révoltant contre tout, on n'agissait sur rien. Alors que chez Césaire, il y avait un dépassement de cette attitude, la volonté au contraire de s'emparer de cette puissance
de la poésie pour en faire une arme au service de la libération humaine. C'est-à-dire, l'opposition était entre cette abstraction de révolter et d'autre part la militance sur laquelle devait déboucher cette révolte si l'on voulait changer le monde, et pas seulement l'idée qu'on s'en fait. Je considérais que j'avais des amitiés, j'avais l'amitié d'André Breton, j'ai continué à avoir André Breton. Je voulais conserver entièrement ma liberté d'action, je voulais voir qui je voulais pouvoir fréquenter les gens de présence africaine, il paraît que c'était très mal vu. On considérait ça comme une sorte de démarche petite bourgeoise. Et pour moi c'était fondamental. Mais l'indépendance d'Aimé Césaire ne manque pas de heurter la ligne officielle du parti, et en premier lieu Louis Aragon. C'était vraiment le dictateur aux lettres communistes françaises. Bon, alors il considérait qu'il était sans rival, ou du moins c'est ce que considérait l'Aragon social, mais il restait quand même en lui l'ancien poète surréaliste qui s'était plié aux mots de la tribu, qui s'était plié au rythme et au chant qu'on attendait de lui. Et il entendait bien, il voyait bien que Césaire, lui, ne s'était pas plié, et que pourtant la poésie de Césaire, c'était la chair même d'un peuple en lutte et d'une souffrance qui se disait. Fort de son influence, Aragon se mêle de réglementer la poésie de langue française. Quand René de Pestre, poète haïtien, semble renier la tradition culturelle haïtienne en approuvant ses dictates, c'est, chez les poètes de la négritude, un vif mécontentement. C'est ainsi qu'un jour j'ouvre la presse et je trouve que Césaire venait d'écrire un poème où il me mettait en cause ma fidélité à la négritude, si je peux dire. Et ce poème s'appelle « Le Verbe marronné ». C'était adressé à René de Pestre, poète haïtien, et il disait exactement « De Pestre, vaillant cavalier du tam-tam, est-il vrai que tu doutes de la forêt natale, de nos voix rauques, de nos cœurs qui nous remontent amers, de nos yeux de rhum rouge, de nos nuits incendiées? Se peut-il que les pluies de l'exil aient détendu la peau de tambour de ta voix? De Pestre, bombaïa, bombaïa, crois-moi comme jadis, bats-nous le bon tam-tam. » Et donc, j'ai eu ce poème sous les yeux, et j'étais naturellement, ma première réaction, absolument consternée. Et puis, dans le fond, moi, j'étais séduit par ce poème. J'étais séduit par son rythme où je retrouvais le vrai Césaire, même si j'en faisais les frais. Et finalement, il y a un vers qui n'apparaît pas, qu'on a supprimé dans cette édition, mais qui m'avait frappé, c'était que le poème tourne mal ou bien sur l'huile de ses gonds, foutant, de Pestre foutant, laisse dire Aragon. Mais le débat, en quelque sorte, aura été fécond parce qu'il a permis un rapprochement inespéré autour de la revue Présence africaine. Il y a un véritable débat autour de la poésie nationale et finalement autour du problème de la négritude. Moi, j'étais un élément épisodique de cette affaire, mais c'était l'occasion pour un rassemblement des Noirs, des intellectuels, des étudiants et des écrivains autour de Césaire et de Senghor, ce qui devait aboutir au premier congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne. Pour l'appareil du parti, un rassemblement de négristes et de petits bourgeois. De l'Indochine, à l'Égypte du colonel Nasser et à l'Algérie, la question coloniale se pose, cruciale, urgente, sanglante. Au rendez-vous de Bandung,
les colonies d'Afrique et d'Asie cherchent ensemble la voie du non-alignement. Dans la sphère communiste où Khrouchtchev met au grand jour les crimes de Staline, la question idéologique se pose, brutale, entamant le credo marxiste. Dans la stupeur générale, et avant l'invasion de Budapest, Aimé Césaire crée l'événement. Ce n'est ni le marxisme ni le communisme que je renie. C'est l'usage que certains ont fait du marxisme et du communisme que je réprouve. Ce que je veux, c'est que marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. Que la doctrine et le mouvement soient faits pour les hommes, non les hommes pour la doctrine ou pour le mouvement. Et bien entendu, cela n'est pas valable pour les seuls communistes. Et si j'étais chrétien ou musulman, je dirais la même chose. Qu'aucune doctrine ne vaut que repensée par nous, que repensée pour nous, que convertie à nous. Ma décision a été prise très vite, très vite. À croire que vraiment il y avait eu une incubation très lente. Bon, enfin, je n'ai pas hésité une seconde, j'ai pris ma plume et j'ai écrit ma lettre à Maurice Thorez. Ça s'est passé comme ça. Très vite, ça n'a pas fait l'objet de débat ni de délibération. Je n'avais averti aux personnes. Je me libérais et je libérais ma conscience. L'onde de choc de cette démission se propage immédiatement. Et c'est Roger Garaudy que Maurice Thorez charge de répondre à Aimé Césaire au nom du parti. Je dois dire que le départ de Césaire était pour moi une chose beaucoup plus grave que toutes les attaques de nos ennemis. Précisément parce qu'il apportait une force et il apportait une note dans cette symphonie de la lutte commune qui me paraissait irremplaçable, sa force sonnante de poète. Mais aussi, il faut dire que le moment, quand je dis toi aussi tu as choisi ce moment, c'est un moment dramatique. Et pour nous, ne pas avoir à côté de nous Césaire, c'était une très grande perte. Pour l'essentiel, je ne m'en repens pas. Je ne me repens que d'une chose, c'est que la dernière phrase de ma lettre ait été changée à la rédaction. Il y est dit maintenant un homme que j'estimais, je voudrais ne pas dire adieu. La formule exacte, je m'en souviens, était un poète que j'aime, je voudrais ne pas dire adieu. À travers la critique qu'on pouvait en faire, on doit le sentir, il n'y avait pas seulement l'amour pour l'homme qui était Césaire, mais il y avait aussi le sentiment qu'il y avait quelque chose de prophétique à travers l'appel qu'il faisait à cette époque. Voilà pourquoi c'est un drame qui est resté vivant, une plaie ouverte, mais pour ma part qui a été un moment important de ma propre évolution en essayant d'intégrer la critique qu'apportait Césaire sans pour autant renoncer à voir que dans un monde qui était de fait partagé en deux, nous avions à choisir. Et je ne regrette pas d'avoir choisi. C'était le moment où Budapest s'insurgeait déjà, mais il n'y avait pas encore eu de réaction de la part des Russes, quand la lettre apparut. En l'espace de quelques jours, les chars russes, envoyés par celui-là même qui avait dénoncé les crimes de Staline, ont tiré sur la foule des insurgés de Budapest. Alors, la lettre de Césaire a été, en somme, le moment où nous nous sommes dit « on n'a plus de raison de rester » et le surlendemain, on a compris qu'il était inutile de rester. Il fallait tout reprendre à zéro et reconstruire, en somme, notre colonne vertébrale. Ele rompeu e nos mostrou e não era fácil naquele momento. Era enfrentar o gigante, era enfrentar o Deus do mundo, né? Que eram os partidos comunistas que dominavam. E Césaire teve essa coragem e essa luz que decorre
da sua Carta do Reis iluminou, eu acho que a consciência dos intelectuais. Homens de muitas diferentes posições políticas, mas dentro de uma mesma reflexão fundamental, que você tem homens como Neruda, ou como Garcia Marques, ou como Guilhem, ou como Jacques Roumain, homens como Dorival Caymmi, vindos de todos os horizontes, para uma caminhada que tem como objetivo fazer a vida do homem melhor. Vous avez beaucoup souffert. Oui, je crois que c'est le cas de tout le monde. J'en ai beaucoup souffert parce que vraiment j'y avais cru. Le sentiment, pas tellement que je m'étais trompé, mais que j'avais été trompé. Et à l'égard de mes camarades d'hier, aucun esprit de vindicte ni de haine. Au contraire, je les plaignais et je souffrais en m'imaginant quelle pouvait être leur souffrance à eux. Et je me rappelle, pendant plusieurs jours, on errait dans les rues de Paris, dans une accolade. Cette souffrance a enrichi, a approfondi, a amplifié sa décision pour lutter dans le cadre non seulement de la race noire, non seulement de ceux et pour ceux des Blancs qui soutenaient une telle attitude, un tel mouvement des Noirs, parce que c'est ça Césaire. Ce n'est jamais un cri seulement pour lui. Ce n'est jamais le cri pour seulement les Noirs. C'est le cri pour tous les hommes du monde. Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent. Il y a des volcans fous. Il y a des volcans ivres à la dérive. Il y a des volcans qui vivent en meute et patrouillent. Il y a des volcans dont la gueule émerge de temps en temps, véritables chiens de mer. Il y a des volcans qui se voilent la face, toujours dans les nuages. Il y a des volcans vautrés, comme des rhinocéros, fatigués, dont on peut palper la poche galactique. Il y a des volcans pieux qui élèvent des monuments à la gloire des peuples disparus. Il y a des volcans vigilants, des volcans qui aboient, montant la garde au seuil du Graal des peuples endormis. Il y a des volcans fantasques qui apparaissent et disparaissent. Ce sont eux les Lémuriens. Il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas les moindres. Les volcans qu'aucune dorsale n'a jamais repérés et dont de nuit les rancunes se construisent. Il y a des volcans dont l'embouchure est à la mesure exacte de l'antique déchirure. En 1939, la négritude devait être, selon vous, une humanisation. Aujourd'hui, face au cours de l'histoire, certains pensent qu'elle l'a fort mal démontrée et qu'elle ne serait même plus justifiable. Notre négritude est un humanisme. Notre négritude est située dans l'histoire. Notre négritude est un enracinement. Mais à partir de cela, vous savez, hein, on peut faire n'importe quoi, bien sûr. Ça n'épuise pas tout. C'est comme le mouvement circulatoire du sang, c'est comme la vie, à partir de laquelle toutes les végétations sont possibles, oui, et pourquoi pas. Mais il y a ce fait premier que nous ne pouvons pas nier. Mais faut-il au moins qu'on ait la sagesse de savoir saluer l'histoire et la reconnaître.
fubaji Kupano moji joji jamu muikawe dada nane sarata kute oma Furimana fubaji Nyema nyuwani kani Furimana fubaji Nyema nyuwani kani Yidemkalesa kumba Yidemko dada Baba Manmije Baba Manmije Kalione katomba Furimana fubaji Nyema nyuwani kani Furimana fubaji